Donc simplement pour présenter en deux mots qui nous sommes, Mosaïque Environnement, donc bureau d'études situé en région lyonnaise, où on travaille effectivement sur toutes les questions énergie-climat, donc bien entendu en particulier les PCAET. On travaille également sur les questions d'évaluation. On est membre de la Société française de l'évaluation et donc l'évaluation des documents dont les PCAET. Et puis également, comme vous le voyez, sur d'autres thématiques que sont le développement et l'aménagement du territoire, la biodiversité ou encore les questions de développement durable. Maintenant que je me suis présenté, ce que j'aimerais, c'est que je vais vous poser une petite question via un sondage pour voir un petit peu qui j'ai en interlocuteur, cerner un petit peu justement qui vous êtes. Donc, ce sondage, je le lance tout de suite. Voilà. Donc, normalement, voilà, vous avez le sondage qui s'affiche. Je vais juste vous demander de pouvoir identifier si dans quelle catégorie vous situez. Ça me permettra un petit peu de voir les profils et de pouvoir éventuellement adapter un petit peu les éléments que je vais vous présenter en fonction des profils. Donc, c'est en train de monter. On a 75% de personnes qui ont répondu. On arrive bientôt sur le maximum, 90%. Voilà. Je ne sais pas si on atteindra les 100%. S'il y a des derniers votants, est-ce qu'ils peuvent le faire? Et puis, je vais fermer le sondage. Voilà. Donc, on est à 93% de votants. Hop, je vais le fermer. Et vous le partagez. Voilà, alors les résultats, moi je les vois très petits. D'après ce que je vois, il y a effectivement un certain nombre de prestataires qui accompagnent des plans climat. Et puis, il y a peut-être plus de collectivités qui sont en cours d'élaboration de plans climat que de collectivités qui vont s'engager. Donc, effectivement, n'hésitez pas en fonction du niveau où vous en êtes de l'élaboration de votre plan climat à pouvoir poser des questions parce que j'aborderai peut-être pas tous ces éléments-là. Donc voilà, ce sera important que je puisse répondre à vos questions. Pour entrer dans le vif du sujet, premier élément, hop, je remets la présentation. Voilà. Premiers éléments, alors vous les connaissez certainement, ces éléments, mais trois textes vraiment importants sur les PCAET sur lesquels vous pouvez vous référer pour justement identifier les éléments de contenu, notamment les attentes du plan climat. Donc bien sûr, la loi de 2015, loi de transition énergétique pour la croissance verte, le décret de 2016 spécifique au plan climat air énergie, et puis l'arrêté de août 2016 également qui précise un certain nombre d'éléments. Donc c'est vrai que c'est important quand on est dans une démarche de plan climat de se référer à ces textes-là qui contiennent les éléments réglementaires pour un PCAET. Je vais juste faire un zoom sur quelques points saillants de la loi de 2015, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants à rappeler. Alors, bien entendu, le fait qu'on a désormais des PCAET réglementaires pour les PCI de plus de 20 000 habitants, avec cette échéance de fin 2018, donc qui se rapproche, et le renouvellement tous les 6 ans de ces documents-là. Deux éléments qui me semblent importants, c'est le fait que pour les territoires qui sont couverts par un SCOT, à partir du moment où les compétences d'élaboration du plan sont transférées à l'établissement, l'entité qui est chargée du SCOT, l'échelle territoriale SCOT peut être une échelle d'élaboration du plan climat. C'est important parce que ça peut être un élément facilitateur, notamment pour la question de l'évaluation environnementale, puisque le SCOT étant lui-même soumis à évaluation environnementale, il y a possibilité dans ce cas-là, si les calendriers
bien entendu, sont en cohérence, de pouvoir mutualiser un certain nombre de choses. Et puis, deuxième point qui me semble très important, c'est cette petite phrase dans la loi qui dit que les EPCI dotés d'un plan climat sont les coordinateurs de la transition énergétique de leur territoire. Ce qui veut dire que, effectivement, dans un plan climat, on va au-delà des compétences strictes de l'EPCI qui l'élabore. Coordinateur de la transition énergétique, eh bien, ça signifie qu'il peut y avoir dans ce plan climat des éléments qui sont en dehors de la compétence, sur lesquels le PCI est entre guillemets moteur, initiateur, coordinateur, ou simplement élabore une politique par rapport à ces éléments-là. Mais bien entendu, ça suppose que derrière, il y a un certain nombre d'acteurs du territoire qui puissent s'engager dans le plan climat. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. Alors, le champ d'action de ces PCAET, il est très vaste, puisque le plan climat doit traiter, bien entendu, des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques, de la production d'énergie renouvelable locale, qui là aussi peut être assez vaste, de la pollution atmosphérique, le A du PCAET, mais également de la coordination des réseaux énergétiques, des produits biosourcés autres qu'alimentaires, notamment là-dedans, on entend les produits biosourcés pour l'isolation, pour la construction. Donc là, il y a une résonance très forte avec les questions d'économie locale, d'économie du territoire. Les réseaux énergétiques en qualité de raccordement, de livraison d'énergie, et également les réseaux de chaleur qui peuvent se développer. L'adaptation aux conséquences du changement climatique, un élément à ne pas oublier et à ne pas laisser de côté dans l'élaboration du plan climat. Et puis la question des puits de carbone, c'est-à-dire du stockage des gaz à effet de serre, du CO2 sur un certain nombre d'entités végétales qui peuvent exister sur le territoire. Donc, bien entendu, on le voit avec ces différentes catégories, les liens vont être forts, plus ou moins forts selon les thématiques, mais il y a forcément des liens entre le plan climat et un certain nombre de thématiques du territoire. Thématiques qui peuvent faire l'objet d'ailleurs de plans par ailleurs ou de programmes. Donc, bien entendu, le transport, l'habitat, les questions économiques, l'urbanisme, la gestion des risques quand on parle d'adaptation au changement climatique, les questions d'artificialisation des sols, l'agriculture, les infrastructures. Voilà, tous ces éléments-là vont venir parler, entre guillemets, au plan climat. Ce qui me fait dire que le PCAET doit vraiment être vu comme une partie intégrante du projet de territoire. Et donc, ça veut dire, quand on élabore son plan climat, qu'il faut faire le lien et identifier dès le départ les différents plans, études ou projets qui existent sur d'autres thématiques et qui vont avoir cette résonance-là. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir élaborer de cette manière un plan climat qui ne soit pas, entre guillemets, hors sol, ou en tout cas isolé des autres éléments, mais qui soit réellement en cohérence avec l'ensemble des politiques ou des projets qui sont menés sur le territoire. Donc, il peut effectivement être en cohérence, il peut aussi être à l'initiative d'un certain nombre d'autres liens. Donc, ces champs d'action étant importants, il faut regarder aussi quelle est l'ampleur de la construction d'un plan climat. Donc effectivement, il y a beaucoup de tâches à réaliser quand on bâtit un plan climat. Ceux qui sont déjà engagés dedans, je pense que vous en êtes rendu compte. Bâtir le diagnostic, c'est déjà une première étape qui peut paraître simple sur le papier, mais qui est parfois un petit peu plus complexe, puisque le diagnostic, bien entendu, il se veut autant que faire se peut exhaustif, est suffisamment précis, puisqu'il va être la base de la stratégie et des actions du plan climat. Mais il ne faut pas non plus, effectivement, se noyer dans l'établissement du constat. On peut avoir cette tendance parfois, en voulant chercher l'exhaustivité et la précision, à passer peut-être trop d'énergie et de temps sur l'établissement du constat, et ensuite on se rend compte que les étapes qui sont très importantes, les étapes suivantes,
on n'a plus forcément les moyens de les réaliser. Et puis, je dis un diagnostic à jour autant que faire se peut. Alors, ça paraît être une évidence, un diagnostic à jour, mais il ne faut pas oublier qu'un plan climat, pour être élaboré, ça peut prendre du temps en fonction des questions de concertation, des moyens que l'on a et que l'on peut mettre en œuvre. Et donc, il faut garder aussi ça à l'esprit, c'est que parfois, le diagnostic vieillit un petit peu quand le plan climat arrive à son terme. Donc, il est important de pouvoir aussi avoir un diagnostic qui puisse être mis à jour. Ensuite, bien entendu, la définition de la stratégie. Alors là, c'est une étape qui est essentielle et qui effectivement est assez complexe. Pourquoi? Parce que cette stratégie, elle doit être propre au territoire, bien entendu, mais elle doit intégrer des enjeux qui sont supraterritoriaux, les enjeux régionaux et les enjeux nationaux, notamment la stratégie nationale bas carbone. Donc effectivement, la difficulté va être de trouver cet équilibre entre stratégie propre au territoire et enjeux supra. Si je prends l'exemple, par exemple, de certains territoires ruraux pour lesquels la dépendance à la voiture individuelle est aujourd'hui très forte et sur lesquels on n'a pas ou peu de solutions alternatives, effectivement, les enjeux régionaux, nationaux sur la question de la mobilité peuvent être difficiles à traduire. Par contre, ces territoires peuvent être peut-être plus en pointe sur les questions de production d'énergie renouvelable, par exemple. Donc, c'est tout cet équilibre qu'il s'agit de trouver, avec une difficulté supplémentaire qui est d'intégrer dans cette stratégie ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les évolutions réglementaires, techniques, etc., qui vont s'appliquer au territoire et qui peuvent faire évoluer un certain nombre de choses. Ça peut être par exemple la démographie, l'évolution démographique. D'où le lien avec les politiques territoriales de manière à pouvoir prendre ces externalités en compte dès la phase de stratégie. Cette stratégie étant définie, bâtir un plan d'action qui se veut opérationnel, donc qui se veut le plus précis possible, puis mettre en place les outils de suivi et d'évaluation du plan. Alors attention, il y a des outils de suivi et d'évaluation du plan qui ne sont pas l'évaluation environnementale. Je reviendrai tout à l'heure sur l'évaluation environnementale. Là, on parle bien d'outils de suivi et d'évaluation, c'est-à-dire au cours de la mise en œuvre des actions du plan climat, pouvoir évaluer l'efficacité. Est-ce que les actions fonctionnent? Est-ce qu'elles atteignent les objectifs que l'on avait assignés à ces actions-là? Évaluer ça, c'est important pour pouvoir corriger éventuellement les décisions qui ont été prises. Et puis, il y a la question de la concertation. Il faut qu'elle soit suffisante et utile au plan. Là, bien entendu, c'est à dimensionner en fonction du territoire. Puis, je reviendrai tout à l'heure sur l'évaluation des impacts environnementaux, qui est également une étape qui se construit tout le long du plan climat. Alors, quelles ressources utiliser? Il y a des choix qui sont à faire dès le diagnostic. Se poser des questions, par exemple, sur les données dont on dispose, soit en interne, soit via des observatoires tels que les observatoires de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre qu'on retrouve à l'échelle de chaque région. Est-ce que ces données-là, on en dispose? Est-ce qu'on en a connaissance? Faire un petit peu le point là-dessus avant de se lancer. Également, est-ce qu'on souhaite réaliser des études spécifiques? Il peut y avoir certains besoins sur des territoires en particulier pour lesquels on sait qu'on a par exemple une problématique de la mobilité qui est très forte et sur lequel on dispose finalement de peu de connaissances. Et il peut être utile d'engager en même temps que le plan climat une étude de mobilité. Donc là, il est important de se poser ces questions-là au début pour bien dimensionner, j'allais dire, son besoin. Et puis, il y a les choix de moyens. Bien identifier effectivement quelles ressources humaines on a en interne, et on a en interne, je veux dire, mobilisables sur la question du plan climat, bien sûr. Si on se fait accompagner par un bureau d'études, sur quoi? Je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Est-ce que c'est sur une partie de l'élaboration ou sur l'entièreté? Ou se faire accompagner également par une structure locale de type agence de l'énergie, conseiller en énergie partagée, etc. Ce qui se fait sur certains territoires, les trois étant bien souvent compatibles et utilisés. C'est intéressant de pouvoir mixer justement les différents moyens. Et puis, il y a la question budgétaire, bien sûr. Est-ce qu'un plan climat, c'est cher? On va revenir sur cette question du budget, donc du temps à y passer. C'est un élément, bien sûr, une contrainte à intégrer.
Et puis la contrainte de temps, parce que même s'il faut faire beaucoup de choses et le faire bien, effectivement, il faut agir. Aujourd'hui, l'urgence est à l'action. Donc, il ne faut pas non plus se perdre dans l'élaboration d'un plan qui nous mobiliserait beaucoup trop pour ensuite pouvoir être traduit en éléments concrets sur le territoire. Alors, la question des moyens, quel que soit effectivement le choix d'accompagnement, bureau d'études, pas bureau d'études, organisme extérieur, les moyens internes sont de toute façon indispensables. Je pense que les chargés de mission plan climat qui m'écoutent vont partager ce constat. Alors, nous, par expérience, hein, on voit que le double portage est vraiment essentiel. Un portage technique et un portage politique. Et il est important sur les deux niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau technique, effectivement, un équivalent temps plein, voire un demi-équivalent temps plein, c'est nécessaire et le minimum pour avoir un portage technique sur un plan climat. Dans son élaboration, ça c'est une chose. Suivant le niveau d'accompagnement, on peut être plus ou moins impliqué, mais dans sa mise en œuvre derrière également, puisqu'il ne suffit pas d'avoir bâti un programme d'action, derrière il faut bien entendu l'animer si on veut que ça se traduise en éléments concrets. Et puis le portage politique. Avoir un élu référent impliqué et impliquant, c'est vraiment la condition de réussite si on veut que effectivement l'ensemble des éléments qui sont développés puissent arriver à quelque chose sur le territoire. Et le travail lors de l'élaboration du plan climat doit être assez coordonné entre les deux niveaux, avec suffisamment de dialogue entre les deux niveaux si on veut vraiment quelque chose d'efficace. Ça, c'est l'expérience qui me fait dire ça. Effectivement, les plans climat que j'ai suivis où on avait ce double portage sont généralement une réussite facilitée avec une mise en œuvre plutôt plus simplifiée. Alors sur les moyens, une étude a été réalisée en fin d'année dernière par Amorce et par la PCC sur les plans climat ancienne génération, ce qu'on appelait les PCET. À l'époque, on n'avait pas le volet R à l'intérieur. Et on a interrogé un certain nombre de collectivités sur le temps nécessaire qu'elles ont mis pour élaborer leur plan climat. Et le premier constat, c'est ce que vous voyez sur ce graphique, c'est-à-dire que la taille de l'EPCI, finalement, n'est pas un élément discriminant sur la question du temps à passer pour la mission. Alors là, ici, dans ce temps-là, c'est aussi bien du temps externe, hein, bureau d'études ou autre, que du temps en interne. On se rend compte qu'en fait, effectivement, le nombre de jours est assez cohérent et ce n'est pas la taille de la collectivité qui va venir influer ça. Il y a d'autres facteurs qui viennent influer ça, et en particulier qui vont venir influer le coût externe. Donc j'appelle coût externe, bien entendu, toutes les prestations qui sont demandées par la collectivité à, par exemple, un bureau d'études. Ce qu'on s'est aperçu dans cette analyse, c'est que la nature des prestations demandées était vraiment l'élément clé, c'est-à-dire la concertation et la question de l'établissement des diagnostics. Tout à l'heure, je vous parlais des diagnostics et de la façon dont ils peuvent consommer du temps. Effectivement, c'est un élément clé. Alors, la concertation, plus elle est élargie, plus ou moins participative, avec des modalités qui peuvent être très variables hein, suivant les territoires. Effectivement, ça c'est un élément qui va être générateur d'un temps à passer qui est important, donc qui influe forcément sur le coût d'élaboration du plan climat. Et puis, au niveau du diagnostic, il y a à la fois les besoins de connaissances et la complexité du territoire. Donc là, c'est pas forcément la taille, mais ça peut être la complexité historique du territoire, une complexité géographique, une complexité en termes de compétences de différentes structures. Et puis, bien entendu, les choix méthodologiques qui sont faits entre réaliser un diagnostic propre au territoire, valoriser des données existantes, on a forcément des grosses différences de temps sur le diagnostic. Donc ça, c'est un élément d'influence sur le coût. Et puis, à contrario, on a observé qu'il y a un certain nombre de phases qui sont assez homogènes. Définition de la stratégie, communication, voire lorsque ça accompagne un plan climat, c'est parfois le cas, le bilan GES interne à la collectivité,
Ça, ce sont des phases qui sont assez homogènes en termes de temps à y passer et sur lesquelles on retrouve des nombres de jours et des coûts qui sont à peu près toujours les mêmes. Donc vous retrouvez, j'ai mis le lien, bon il est un petit peu complexe, mais en allant sur le site de la PCC, apc-climat.fr, vous le retrouvez facilement, le détail de cette étude sur les PCET ancienne génération. Alors, on le voit, ce qui compte de manière forte, c'est de préparer son besoin. Préparer son besoin, ça veut dire couvrir les thématiques et les exigences réglementaires qui ont augmenté avec la nouvelle génération des plans climat. Dans une contrainte de budget, on sait que le budget des collectivités est serré, il l'est de plus en plus. Donc, il est vraiment important de préparer les besoins en termes de missions externes. Donc, là-dessus, dans la suite du travail qui a été réalisé avec Amorce, on a réalisé un travail justement pour pouvoir préparer cette consultation externe. Préparer son besoin avec une checklist. Alors, ça vient en complément, bien entendu, du cahier des charges modèle de l'ADEME, qui pose un certain nombre d'éléments indispensables pour le plan climat. Là, cette checklist, c'est vraiment la liste à cocher de 30 points qui doivent pas être oubliés quand on s'engage dans un PCAET. Donc, on l'a fait valider par des collectivités déjà engagées pour s'assurer que les éléments étaient pertinents. Et on se rend compte que, bien entendu, la situation va être plus favorable quand on a identifié les grands enjeux, quand on a repéré tout ce qui était disponible, quand on a également identifié les dynamiques en cours, donc les liens entre les différentes politiques territoriales, et puis quand l'organisation est bien en place et qu'on a clairement exprimé ce dont on a besoin. Mais pour clairement exprimer ce dont on a besoin, il faut effectivement que tous les points d'avance soient bien identifiés. Donc cette checklist, elle peut vous servir notamment pour ceux qui vont s'engager dans un PCAET. Elle est là aussi disponible sur le site de la PCC et voilà un petit peu comment elle se présente. Donc vous avez un certain nombre d'éléments sur les grands enjeux, les connaissances disponibles, les dynamiques, l'organisation interne, les moyens et les services et livrables. Le but, c'est de ne rien oublier parce que on l'a vu, le champ est large, les thématiques sont nombreuses et il est important de ne rien oublier de manière à pas perdre de temps, parce qu'on a aussi cette question du temps, à la fois d'un point de vue réglementaire et puis d'un point de vue tout simplement du passage à l'action, qui est important. Donc cette checklist, elle est disponible, elle est en téléchargement sur notre site, sur le site d'Amorce également. Donc n'hésitez pas à aller l'utiliser et puis à nous faire d'ailleurs des retours si elle peut être évolutive. Sur le plan climat, vous aurez certainement des questions sur lesquelles je pourrais répondre. Je vais maintenant plus spécifiquement parler de l'évaluation environnementale, qui est quand même, au niveau des plans climat, un élément assez nouveau. Et je m'aperçois que beaucoup de collectivités ne savent pas forcément par quel bout prendre cette question de l'évaluation environnementale. Alors, l'évaluation environnementale, voilà, ça s'affiche. Déjà, je rappellerai que EES veut dire évaluation environnementale stratégique et non pas simplifiée, ce que j'ai pu voir plusieurs fois. Et ce qui veut dire que c'est bien le même type d'évaluation environnementale que l'on retrouve sur d'autres types de plans et programmes, que sont notamment les PLU, les PLI, les SCOT, les PDU. Donc on est vraiment sur la même démarche. C'est vérifier la cohérence du plan, donc en l'occurrence ici le plan climat, avec les autres enjeux environnementaux. Effectivement, on peut se dire, a priori, un plan climat, il est plutôt favorable aux questions environnementales. Donc, l'évaluation environnementale stratégique, est-ce qu'elle a sa pertinence? On s'aperçoit, en réalisant l'évaluation environnementale de plan climat, qu'effectivement, la très grande majorité des éléments du plan climat vont venir en impact positif par rapport aux enjeux environnementaux, mais il peut y avoir à un moment certains éléments sur lesquels on a des conséquences induites qui ne sont pas forcément attendues ou qui n'ont pas été identifiées dès le départ. Donc, d'où l'importance d'avoir cette évaluation. Donc, elle se compose d'un état initial de l'environnement,
d'une analyse de la cohérence avec les autres plans et programmes. Donc là, il y a un certain nombre de plans et programmes qui sont à prendre en compte, qui sont listés dans le texte réglementaire, dans le code de l'environnement en particulier. Une évaluation des impacts environnementaux de la stratégie. Donc ça, c'est pour la première étape. Ensuite, une évaluation environnementale du programme d'action, action par action. Là, il faut bien identifier chaque conséquence des actions. Et puis ensuite, un résumé de l'ensemble. Cette évaluation environnementale stratégique est soumise pour avis à l'autorité environnementale. Donc là aussi, il y a une discussion à avoir avec l'autorité environnementale. Le mieux, c'est de la faire le plus tôt possible, de manière à pouvoir bien cerner les attentes des uns et des autres sur le dimensionnement de cette évaluation environnementale. Alors il s'affiche, voilà, ce petit schéma a simplement pour but de pouvoir résumer un peu la manière dont l'évaluation environnementale doit se mener. Et juste insister sur le fait qu'elle doit vraiment être menée de manière concomitante avec l'élaboration du plan climat. Donc, il est important de ne pas l'oublier quand on lance son plan climat. Pourquoi? Parce que déjà, l'état initial de l'environnement, qui est réalisé dans le cadre de l'évaluation environnementale, va pouvoir nourrir une partie des éléments du diagnostic et des enjeux, notamment sur les questions d'évaluation par rapport aux conséquences du changement climatique. Bien entendu, les questions des risques, les questions de l'eau, les questions d'occupation des sols qui sont traitées dans l'état initial de l'environnement vont pouvoir être utilisées de manière très précise dans l'aspect adaptation du diagnostic du plan climat. Et puis cet état initial de l'environnement, il prépare effectivement les orientations et les objectifs du plan climat. Il est important que les personnes qui vont réfléchir à la stratégie du plan climat, donc suivant le niveau de concertation, les parties prenantes du territoire et les élus, bien sûr, aient connaissance des enjeux environnementaux en amont, de manière à pouvoir élaborer une stratégie qui tienne compte de ces enjeux-là. Donc ça, c'est la partie un petit peu, j'allais dire, préparatoire. Et ensuite, on rentre vraiment dans l'évaluation. Et cette évaluation, c'est une évaluation, comme on l'appelle, itinéraire, c'est-à-dire qui va se faire au fur et à mesure de l'élaboration. Dans un premier temps, sur la question des orientations de la stratégie. Donc là, il faut vérifier cette stratégie. Et puis, dans un deuxième temps, sur le programme d'action. Donc, les incidences environnementales du programme d'action. Donc, vraiment des étapes qui se répondent l'une à l'autre, et ça c'est un élément très important dans la philosophie même des évaluations environnementales, c'est valable pour tous les documents. Les étapes, alors il y a 3 étapes essentielles dans l'évaluation environnementale. 3 étapes essentielles qui sont d'une part l'identification et la hiérarchisation des enjeux environnementaux. Toute la partie état initial de l'environnement aboutit à ça finalement. Quels sont les enjeux environnementaux importants pour le territoire et au regard du plan que j'évalue. J'évalue un plan climat. Donc là aussi, je reviens tout de suite après sur cette question-là, il faut mesurer aussi le dimensionnement. Les réponses apportées par le plan climat, ça c'est l'étape un petit peu d'évaluation. On regarde si le plan climat sur ces enjeux environnementaux n'a pas de lien, qui est tout à fait possible sur beaucoup d'enjeux, a des impacts positifs ou a des impacts négatifs. Et s'il a des impacts négatifs, effectivement, les corrections qui sont nécessaires. D'où cet aller-retour, notamment sur la dernière phase, pour que le plan climat puisse être modifié en fonction de l'évaluation. Donc on n'est pas sur une évaluation où on évalue un document fini et figé. L'idée est bien que les impacts négatifs puissent être corrigés. Donc, ils peuvent être évités, ce qu'on appelle éviter ou réduire dans le schéma de correction. Donc là, c'est une modification du plan climat qui va tenir compte de ces impacts, ou ils peuvent être compensés. Dans ce cas-là, ce sont des mesures de compensation qui vont être mises en place dans le cadre du plan climat pour compenser des impacts négatifs. Donc, il est important qu'apparaisse dans l'évaluation environnementale à la fois la question évaluative, mais la question de ce que ça a entraîné par rapport aux évolutions du plan qui est évalué. Donc, en l'occurrence ici, le plan climat. Donc, l'évaluation environnementale doit bien intégrer
ces éléments-là. Et non pas simplement faire une liste de ce qui va et de ce qui ne va pas. Alors, sur les trois grandes étapes, simplement pour en parler un peu plus finement, l'état initial de l'environnement, effectivement, il a dimensionné selon votre projet global. Est-ce que c'est une synthèse? Est-ce que c'est un état initial complet qui pourra servir d'ailleurs à d'autres documents, ce qui se fait beaucoup avec des PLUI, par exemple? Les moyens dont on dispose. Un état initial de l'environnement qui se base uniquement sur des ressources bibliographiques, bien entendu, c'est différent en termes de résultats, mais également en termes de moyens à mobiliser, qu'un état initial qui nécessite des études sectorielles, des études naturalistes autour de la faune, de la flore, de la trame verte et bleue, etc. Et donc, du coup, le temps, il peut être très, très variable. Si c'est un état initial de l'environnement que vous souhaitez réaliser pour également d'autres documents, et des documents sur lesquels, par exemple, la question de la biodiversité sont particulièrement importants et sur lesquels il faut faire des études longues à différentes saisons, bah forcément, l'état initial de l'environnement va prendre du temps à être mis en place. Donc là, ça va dépendre aussi de la destination de cet état initial de l'environnement. Est-ce qu'il sert simplement à l'évaluation du plan climat ou est-ce qu'il va servir à des évaluations d'autres documents qui sont en cours de préparation par ailleurs? L'étape de cohérence avec les plans et programmes. Ça, c'est un élément aussi qui est à réaliser sur tous les plans et programmes, mais il faut effectivement sélectionner ceux qui justifient un approfondissement. On le voit très vite que l'articulation d'un plan climat avec certains plans ou programmes qui sont dans la liste ministérielle est sans objet. Donc, on ne va pas perdre du temps sur ces questions-là. On va se concentrer en le justifiant, bien entendu, sur les plans et programmes qui ont une interaction avec les questions air, énergie, climat et changement climatique. Il y a le principe du SCOT intégrateur qui est également important, c'est-à-dire que si vous avez un SCOT qui, sur votre territoire, a fait déjà l'objet d'une évaluation environnementale, il a intégré les plans et programmes qui lui sont supérieurs. Donc, dans le cadre du plan climat, il suffit d'intégrer le SCOT comme document supérieur et par effet de cascade, vous avez intégré tous les autres éléments. Et puis, bien entendu, il y a un regard particulier à avoir par rapport au SRCAE ou au SRADET, suivant l'état d'avancement, sur l'aspect cohérence. Là, ça paraît une évidence, mais le plan climat doit se poser cette question de sa cohérence avec SRCAE et SRADET, et l'évaluation environnementale doit poser cette cohérence. Et puis, sur la question de l'analyse des incidences en tant que telles, effectivement, il faut questionner le projet vis-à-vis des enjeux environnementaux. Il y a la question qui est obligatoire de l'analyse des effets du plan climat sur les sites Natura 2000. C'est une analyse spécifique qui doit être dans l'évaluation environnementale. Donc, même si parfois ça peut paraître un peu éloigné, les questions du plan climat et des sites Natura 2000, il faut poser cette question-là. L'adaptation au projet, et puis, effectivement, cette phase d'analyse des incidences doit se faire avec une démarche construite d'évaluation. Une démarche construite d'évaluation, ça veut dire des questions évaluatives qui se basent sur les enjeux. On interroge le plan, des critères qui permettent de juger comment le plan répond à ces questions évaluatives et des indicateurs qui permettent de le dimensionner. Donc cette démarche, qui est la démarche classique de l'évaluation de tout plan et programme, s'applique bien entendu au plan climat. L'évaluation environnementale prévoit également un dispositif de suivi. Et là aussi, il peut être tout à fait judicieux et cohérent que le dispositif de suivi soit commun avec celui qui est le dispositif de suivi du plan climat, en tout cas pour un certain nombre d'indicateurs de suivi qui pourront être les mêmes. Moins on a d'indicateurs, plus on arrive à les suivre réellement dans le temps. Voilà. Non, j'ai encore une diapo, pardon, sur des points importants pour l'évaluation environnementale. Donc, le fait que l'évaluation doit être proportionnée au plan et aux enjeux, ça, c'est un élément qui est dans les textes de référence. Effectivement, l'évaluation doit être proportionnée aux thématiques évaluées, à la fois dans son importance et dans les moyens évaluatifs qui sont déployés. Donc, effectivement, il ne faut pas vouloir faire quelque chose de trop ambitieux. Il faut vouloir simplement répondre aux exigences et qui sont d'évaluer clairement
par rapport à quelques enjeux environnementaux majeurs qui paraissent majeurs sur le territoire, comment le PCAET y répond. L'évaluation, elle doit questionner le plan. Ça, c'est un élément important. Donc, je reviens sur ces éléments de question évaluative, de critères et d'indicateurs. C'est un élément fort. On questionne le plan. On ne fait pas une analyse, j'allais dire, simplement comme ça sur quelques éléments d'enjeu. On doit le questionner pour avoir un niveau d'évaluation. La réponse n'est pas forcément oui ou non à une question évaluative. Elle peut être avec des critères justement qui vont fixer le niveau. Elle doit permettre effectivement de faire évoluer le plan. Donc, si on met en place cette évaluation quand on est au bout de la démarche d'élaboration du plan climat, on passe à côté de ça, forcément. On n'a plus le temps de faire évoluer le plan. Donc, on a une évaluation, ça se fait régulièrement, parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais une évaluation dans ce cas-là qui ne fait que acter le fait qu'on a des impacts positifs et des impacts négatifs. Et là, on est face à une vraie difficulté ensuite pour pouvoir se dire que les impacts négatifs, on va pouvoir en faire quelque chose. Donc, faire évoluer le plan, ça veut dire que on est vraiment dans une co-construction et dans un dialogue entre les deux. Et donc, du coup, l'intérêt d'une vision extérieure pour l'évaluation. Alors, vision extérieure, si vous faites appel à un prestataire, ça peut être le même prestataire, effectivement, mais il est important que ce ne soit pas forcément les mêmes personnes qui participent à l'élaboration du plan climat et à son évaluation. Il est toujours plus facile d'être plus pertinent et efficace en termes d'évaluation si on n'est pas le nez dans le guidon de l'élaboration du plan qu'on est en train d'évaluer. Donc, pour avoir une vision extérieure de solutions, soit vous faites appel à deux prestataires différents, soit, si c'est le même prestataire, vous faites attention à ce que effectivement ce puisse être deux interlocuteurs différents. C'est pas une règle absolue. On peut très bien faire une évaluation de ce qu'on élabore, mais ça paraît effectivement plus logique de pouvoir avoir un regard extérieur. Si on ne peut pas l'avoir, il est important dans ce cas-là de s'associer au sein de l'équipe qui va élaborer le plan climat, donc à la fois soit des élus, soit des techniciens, soit des partenaires territoriaux, de les associer à l'évaluation pour que justement on puisse avoir le plus, j'allais dire, d'éléments extérieurs qui viennent regarder ce plan un peu de manière détachée. C'est un élément qui peut aider à la réussite de l'évaluation. Et puis, effectivement, l'état initial de l'environnement qui peut vous servir à d'autres démarches engagées par ailleurs, j'en ai parlé. Ça, c'est un élément important de voir qu'on peut mutualiser un certain nombre de choses. Donc, cette évaluation environnementale, il faut aussi la penser comme ça, comment on va pouvoir la mutualiser avec d'autres démarches qui sont en cours ou en projet. Donc, ça nécessite effectivement d'élargir un petit peu le champ. Voilà pour la présentation en tant que telle. Et maintenant, je vais avoir le temps pour répondre justement à vos questions. Alors, bonjour à tous. Donc, Gaël Lamberto, collaborateur de Gilles à Mosaïque. Gilles, tu m'entends bien? Oui, c'est bon. Alors, du coup, on va prendre quelques questions que vous avez pu poser à l'aide de l'outil. Donc, déjà, les questions en lien avec le plan climat en lui-même. Donc, on a une première question par rapport à la délibération. Cette délibération préalable au plan climat, que doit-elle contenir? Alors, effectivement, les textes posent cette question d'avoir une délibération préalable au plan climat. Elle doit, d'une part, contenir les éléments classiques de la délibération plan climat sur les étapes, les éléments de stratégie, le fait qu'il y aura un plan d'action, etc. Mais elle doit également poser quelques éléments sur la concertation. Donc c'est un point important, sans forcément rentrer dans le détail de la manière dont sera menée la concertation, mais il n'empêche indiquer s'il y aura une concertation au niveau des citoyens, une concertation qui sera plutôt par des éléments qui seront publiés ou il est prévu d'avoir des réunions publiques, etc. Donc avoir quelques éléments sur cette concertation, puisque derrière il y a un temps où des citoyens, des associations peuvent effectuer un élément de proposition complémentaire en termes de concertation. Donc voilà, c'est une délibération préalable qui doit se faire avant le lancement du plan climat.
Alors, on a également une autre question. Est-ce que tu pourrais peut-être nous citer un ou deux modèles de plans climat, des plans climat qui font un peu référence, je dirais, sur le plan national? Alors, c'est toujours un petit peu difficile parce que moi j'ai la vision notamment de ceux que je connais particulièrement. J'ai absolument pas une vision exhaustive des plans climat en France et étant donné que j'interviens plutôt dans la partie, on va dire, sud-est, nord-est du territoire, je connais moins ce qui se fait dans les régions plus éloignées pour moi. Euh, Aujourd'hui, on a des plans climat de grosses métropoles qui sont exemplaires sur un certain nombre de points. Je pense à ce qui se fait à Grenoble, je pense que ce qui s'est fait également métropole de Lyon. On a sur d'autres territoires plus ruraux des plans climat qui peuvent être très intéressants, en lien ou pas d'ailleurs avec d'autres politiques. Je pense à ce qui se fait dans le nord de la France avec des éléments assez novateurs sur les questions énergétiques. Et puis, alors après, honnêtement, vous citez comme ça des territoires ruraux ou en tout cas moins importants en termes de grosses villes sur lesquels je pourrais citer en termes d'exemplaires. Là, comme ça, j'aurais pas d'éléments. Alors, je pourrais voir si en faisant un petit élément de recherche, je peux trouver des choses particulières que je pourrais vous transmettre après le webinaire. Mais là, comme ça, sinon, je vais citer des territoires en oubliant certains. Ok, merci Gilles. Alors, une question à laquelle tu as répondu un peu, mais on peut revenir dessus. C'est l'exemple donc d'une collectivité qui a 3 PLUI en cours. Est-ce que l'état initial de l'environnement peut être utilisé pour le plan climat et notamment pour l'évaluation environnementale? Oui, alors effectivement, s'il y a eu un état initial de l'environnement pour les PLUI, s'ils sont en cours, ça veut dire qu'en plus il est récent, il ne faut pas hésiter à l'utiliser même complètement, hein. Il n'y a aucune raison pour que l'état initial de l'environnement réalisé dans le cadre d'un PLUI soit différent de l'état initial de l'environnement réalisé dans le cadre d'une évaluation de plan climat. On est sur le même type de démarche, on regarde les mêmes champs thématiques environnementales, donc il ne faut pas hésiter à le réutiliser complètement. Là où on va avoir une différence, c'est dans la sélection peut-être des enjeux qui seront regardés plus finement pour l'évaluation. Mais on part des mêmes enjeux et ensuite c'est une question de sélection sur lesquels on sait qu'un plan climat va avoir peut-être moins d'interaction avec certains enjeux, donc on va peut-être moins s'y attarder que pour un PLUI. Mais voilà, aucun souci, et c'est même vraiment ce qu'il faut faire. Ça fait une mutualisation, on gagne en efficacité, et puis ça a l'avantage aussi de la cohérence entre les différents plans. Très bien. Alors, autre question, par rapport à ces évaluations environnementales stratégiques, est-ce qu'il existe un référencement des prestataires qui sont habilités à réaliser ces prestations? Alors, à ma connaissance, non, dans le sens où il n'y a pas c'est un petit peu comme pour un plan climat, hein, il n'y a pas de label entre guillemets qui fait que vous avez le droit ou pas de réaliser un plan climat. C'est la même chose pour l'évaluation environnementale. Il n'y a pas de label qui fait que vous pouvez ou pas réaliser d'évaluation environnementale. Donc, c'est plus par rapport à l'expérience, par rapport ce que les cabinets ont pu produire qu'un choix peut être réalisé. Le seul organisme national que je connaisse, c'est la Société française d'évaluation, qui concerne toutes les questions d'évaluation, que ce soit de l'évaluation de plans et programmes, mais beaucoup d'autres choses. L'évaluation ex ante, l'évaluation de politique ou de politique de développement durable, par exemple. Donc, eux, je ne sais pas s'ils ont entre guillemets un annuaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez des prestataires qui ont réalisé des évaluations environnementales, de documents d'urbanisme ou d'autres types de plans, ils sont en capacité, bien sûr, de réaliser une évaluation environnementale de plan climat, la méthodologie étant la même. Très bien. Alors, une question sur une action de plan climat. Est-ce que tu pourrais nous citer une action qui pourra avoir un impact négatif sur l'environnement? Est-ce que tu auras un exemple comme ça?
Oui, un exemple très simple qu'on retrouve dans les plans climat, par exemple sur l'implantation, le développement des énergies renouvelables, l'implantation par exemple, de parcs photovoltaïques au sol. Quand on fait le plan climat, on va identifier ça. On peut identifier des secteurs préférentiels pour des questions d'ensoleillement, des questions de raccordement au réseau. L'avantage de l'évaluation environnementale, c'est qu'elle va permettre de voir si ces secteurs-là qui sont identifiés sont compatibles avec les enjeux environnementaux. Soit des protections réglementaires, hein, site Natura 2000, réserve naturelle ou autre, soit des questions liées à la trame verte et bleue, liées à la protection des milieux. Donc voilà, c'est typiquement sur ce genre de choses qu'on peut avoir des impacts négatifs. Ça, c'est vraiment l'impact négatif type, hein, où on va se retrouver à un plan qui va préconiser quelque chose qui n'est pas compatible, par exemple, avec un zonage de réserve ou un zonage de Natura 2000. Ensuite, il peut y avoir des choses qui sont un un petit peu plus modérées, qui peuvent être liées, par exemple, aux questions de mobilité, avec le développement de certaines mobilités. Par exemple, si on veut déployer la mobilité électrique je pensais à des bornes de recharge, et il est important aussi de regarder ça par rapport, par exemple, à la capacité des réseaux ou autre. Et là, effectivement, l'évaluation va pouvoir regarder ça et éventuellement, j'allais dire, mettre le doigt sur des difficultés à venir. Globalement, parce que je pense que c'est aussi ce qui est derrière cette question, globalement, effectivement, les actions du plan climat ont plutôt un impact positif sur l'environnement. Donc, les points de désaccord ou d'échappement vont quand même être assez rares. D'accord. On revient à l'état initial de l'environnement de l'évaluation environnementale stratégique. Est-ce que pour toi, est-ce que cet état initial, il peut être issu d'une seule recherche bibliographique? Alors, j'allais dire, si son objet est uniquement d'être l'état initial de l'environnement, de l'évaluation du plan climat, oui, c'est possible, à partir du moment où on a à disposition quand même un certain nombre de ressources suffisantes. Bon, aujourd'hui, on a quand même sur les territoires avec les différents plans en matière de risque, en matière d'eau, en matière également de biodiversité, on a quand même beaucoup de plans qui se sont mis en place à des échelons, à des échelles différentes, mais qui permettent d'avoir quand même un apport de connaissances important. Après, ça va bien sûr dépendre de la complexité du territoire. On peut avoir certains territoires où on va se rendre compte au cours de l'évaluation qu'on a un manque de connaissances sur un secteur très particulier. Donc effectivement, là, ça sera un petit peu la limite de l'exercice. Mais bon, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est quand même sur des évaluations de plans climat là, qui sont en cours ou qui vont commencer, avec des échéances qui sont quand même très contraintes. Donc, de toute façon, la part qui peut être réservée à autre chose que de la bibliographie dans l'état initial de l'environnement va forcément être modeste, hein, sinon on va rapidement être hors délai sur ces questions-là. Donc voilà, ma réponse, elle est un petit peu à double tranchant, mais oui, oui, la ressource bibliographique, compte tenu du nombre d'études qui existent, peut être utilisée. Et notamment, il ne faut pas hésiter à utiliser les études d'état initial d'environnement qui ont pu être réalisées pour les documents d'urbanisme, par exemple, les SCOT ou les PLU qui existent sur le territoire. Là, il y a quand même une masse d'informations. Oui, c'est sûr. On a une question également intéressante sur la partie objectif, sur la stratégie. Comment tu estimerais objectivement l'effort porté ou apporté par la collectivité pour atteindre les objectifs nationaux fixés par la stratégie nationale bas carbone? Alors c'est une question un peu compliquée, mais non, mais c'est le cœur de la difficulté quand on veut définir effectivement la stratégie du plan climat. Parce qu'on se retrouve parfois face à des objectifs nationaux ou régionaux qui sont très ambitieux pour le territoire sur lequel on se trouve, notamment sur des thématiques très particulières. Donc là, il faut vraiment essayer de regarder aussi les choses, je pense, avec réalisme, c'est-à-dire qu'on regarde quels sont les objectifs nationaux,
on regarde quelle serait leur traduction à l'échelle locale, leur traduction en termes de rénovation par an, en termes de diminution de l'empreinte de l'automobile sur le territoire. Et effectivement, à partir de là, on peut commencer avec les partenaires du territoire qui connaissent leur territoire à voir bah, comment nous, on peut se situer par rapport à ça. Ce territoire peut se situer par rapport à ça. C'est un travail à la fois de réalisme et d'ambition. Donc, c'est toute la difficulté. Il faut être suffisamment ambitieux pour qu'effectivement la somme des plans climat des EPCI puisse permettre d'atteindre des objectifs forts. Mais bon, ça ne sert à rien clairement de se poser des objectifs que l'on sait inatteignables et sur lesquels on ne se donne pas ensuite les moyens. Parce que ça aussi, c'est un élément très important. Ce que l'on va définir dans la stratégie devra être traduit derrière dans le plan d'action. J'ai vu par expérience des plans climat où on a une stratégie qui est très forte, qui est très compatible avec les objectifs nationaux, mais derrière le plan d'action ne retrouve pas la même ambition. Donc là, clairement, on se dit qu'on a fait un petit peu d'affichage et qu'on ne s'est pas donné les moyens de. Donc il est important à la phase de stratégie de traduire des pourcentages de réduction de consommation d'énergie ou de gaz à effet de serre en éléments très concrets pour que chacun puisse prendre la mesure des choses. Ça va aider aussi beaucoup à l'élaboration du plan d'action et ça va aider à se focaliser sur des actions les plus efficaces possibles. Et ne pas avoir forcément un plan d'action de 50 ou 60 actions qui saupoudrent. Ok, alors une question également pour clarifier les choses un peu entre diagnostic du plan climat et état initial de l'environnement. Est-ce que ce diagnostic du plan climat, il doit s'appuyer sur l'état initial de l'environnement du PLUI, ou bien est-ce qu'on doit en mettre le document complet en annexe du diagnostic? Je ne suis pas sûr de bien saisir. Le diagnostic, l'état initial de l'environnement qui est fait dans le cadre de l'évaluation, c'est un document à part. L'évaluation environnementale étant un document qui est à part et qui accompagne le plan climat. Le diagnostic qui est fait dans le cadre du plan climat, lui, il porte sur les thématiques que j'ai citées au début, c'est-à-dire consommation d'énergie, changement climatique, pollution de l'air, etc. Donc sur des choses très précises. Donc effectivement, pour certains de ces éléments, il va venir piocher dans des diagnostics qui peuvent exister. Je pense notamment, c'est pour ça que j'en parlais, à la question de la vulnérabilité au changement climatique, qui doit croiser des questions d'évolution climatique avec des enjeux territoriaux locaux, les risques, l'alimentation en eau, l'agriculture du territoire, etc. Donc là, bien sûr, c'est en s'appuyant sur le diagnostic de l'évaluation environnementale, le diagnostic environnemental, que l'on va pouvoir croiser ces éléments du diagnostic environnemental avec les évolutions climatiques pour en sortir la vulnérabilité et derrière la politique d'adaptation. Mais il y a bien deux documents différents. Il y a le document plan climat, il y a le document évaluation. Donc même si ils se parlent et il y a des interactions fortes, il faut que concrètement on ait ces deux documents. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à la reformuler. Ouais, je pense qu'on ne parle pas exactement des mêmes thématiques non plus. Alors peut-être une dernière question. Donc, quelles sont les obligations de réaliser les objectifs ou les actions qui sont annoncées dans le plan climat? Ouais, alors effectivement, je ne saurais pas répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, si vous ne réalisez pas vos objectifs ou si vous n'avez pas mis en œuvre les actions de votre plan, concrètement, je ne sais pas ce qui se passe. En fait, le souci, il est qu'on a une obligation, enfin la France a un certain nombre d'engagements et d'obligations. Et donc qui sont répercutés par effet cascade, différents échelons régionaux, puis les territoires. Donc en fait, le plan climat, c'est aussi la mise en œuvre de politiques nationales à une échelle territoriale. Donc pour le territoire en lui-même, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de sanctions particulières sur ces éléments-là. Après, il faut quand même pas oublier qu'il y a un certain nombre
de financeurs, qu'ils soient régionaux, nationaux ou même européens, qui, et c'est une tendance qui s'accentue, éco-conditionnent leurs aides. Et cette éco-condition est notamment peuvent apporter notamment sur des questions d'action du plan climat ou d'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. Ok, eh ben merci. Du coup, c'était la dernière question de mon côté. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'on me voit plus. Je sais pas si c'est très grave, mais ah, on me revoit. Voilà, bah écoutez, merci à toutes et à tous de votre attention. J'espère vous avoir apporté les éléments que vous attendiez et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui viennent après ces échanges à pouvoir les faire passer par la PCC ou directement, ils seront relayés, on y répondra.